L'Amérique n'a jamais manqué de nourriture. Pourtant, en 2025, des millions d'habitants peinent, non pas à se nourrir, mais tout simplement à trouver un endroit où acheter à manger. Essayez donc de dénicher un supermarché à Détroit, à Baltimore ou à Saint-Louis. Par moment, vous roulerez si loin que vous finirez dans l'état voisin sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, le fameux rêve américain ne ressemble plus à une maison avec une jolie clôture blanche. Il se traduit plutôt par quelque chose de beaucoup plus basique. Trouver une enseigne encore ouverte après 21 heures. D'après un rapport du département américain de l'agriculture, plus de 17% des zones urbaines du pays sont désormais classées comme des déserts alimentaires. Autrement dit, des quartiers entiers où il devient quasi impossible d'accéder à une épicerie ou à un supermarché. Un paradoxe surprenant. L'économie semble repartir, mais les gens doivent presque retourner chasser leur nourriture, comme à l'époque de la Grande Dépression. Alors, que se passe-t-il? Les supermarchés ne rapportent-ils plus assez? Ou bien la confiance des consommateurs s'effrite-t-elle, en même temps que s'éteignent les derniers néons des façades? Accrochez-vous à votre porte-monnaie et gardez votre café bien serré, car on va parcourir ensemble 10 villes américaines où les magasins alimentaires ferment plus vite que la réserve fédérale ne peut imprimer de billets. Et qui sait, peut-être que votre État fera aussi partie du classement. Numéro 10, Kansas City. Vous savez ce qui est pire qu'un commerce qui met la clé sous la porte? Un commerce dans lequel on a investi 18 millions de dollars d'argent public, avant qu'il ne disparaisse. C'est ce qui est arrivé au Sunfresh Market du centre commercial Linwood. Autrefois, il attirait près de 14 000 clients chaque semaine. Aujourd'hui, un parking vide, un panneau défraîchi et le silence. Quel est le vrai problème? Les chiffres en disent peu. La vérité se lit plutôt dans les caddies abandonnés, dans les regards méfiants de ceux qui traversent ces parkings désertés. Il y a quelques années encore, le coin était plein de vie. Désormais, les revenus chutent, l'insécurité grimpe, et les ménages resserrent leur budget. Un supermarché ne peut pas survivre si sa clientèle n'ose plus s'y rendre. Ça vous rappelle quelque chose? Peut-être que près de chez vous aussi, un magasin familier a disparu du jour au lendemain. Au début, on pense à des travaux. Puis, quelques mois passent, et tout ce qu'il reste, ce sont des fenêtres barricadées et un panneau qui se délave avec le temps. Selon la presse locale, ce commerce a fini par perdre près de 900 000 $ sur sa dernière année. Pas à cause d'une mauvaise gestion, mais parce que les acheteurs étaient trop rares, les vols trop fréquents, et la sécurité trop coûteuse. Plus de caméras, plus de patrouilles de police, plus de mesures de protection, mais rien n'y fait. Dans certains quartiers, vendre du pain et du lait devient presque plus risqué que tenir une station-service. Résultat, au cœur du pays, des habitants conduisent plus de 20 minutes pour acheter un simple litre de lait ou une baguette de pain. Un trajet court, mais qui en dit long sur l'effritement de la confiance. La confiance en leur ville. La confiance en l'idée même de normalité. Un habitant résumait la situation ainsi. Ici, les magasins ne ferment pas faute de clients. Ils ferment parce qu'on a peur de sortir de chez nous. Une phrase simple, légère en apparence, mais terriblement douloureuse. Lorsqu'une communauté doit choisir entre sa sécurité et son repas, on ne parle plus d'économie. On parle de drame social. Alors, cette situation n'est-elle qu'un mauvais passage pour Kansas City? Ou bien l'avant-goût du futur pour des centaines d'autres villes américaines? Si une ville symbole de la classe moyenne du pays n'arrive plus à garder un supermarché ouvert, qu'adviendra-t-il des villes plus petites, plus pauvres, plus isolées? Peut-être qu'au-delà des rideaux métalliques qui tombent, c'est une Amérique qui ferme lentement les portes d'un passé où tout semblait possible. Et vous? Si le supermarché près de chez vous disparaissait demain, vous feriez quoi? Vous rouleriez plus loin? Ou vous envisageriez carrément de déménager? Numéro 9, San Francisco. Si Kansas City est le cœur du pays, alors San Francisco en est sans doute le cerveau, le centre nerveux de l'économie moderne. Ironie du sort, dans cette capitale mondiale de la technologie, il faut parfois faire une demi-heure de route pour acheter quelques légumes. Le quartier de Bayview Hunter Point possédait autrefois un grand magasin Lucky. Aujourd'hui, il ne reste qu'un bâtiment fermé au 3801 de la 3e rue. À l'intérieur, des rayons vides, des affiches arrachées, et des murs où les graffitis semblent dire adieu à tout un quartier. D'après le USDA, l'endroit est désormais classé comme zone à bas revenus et à accès alimentaire limité. Une belle formule pour décrire ce qu'il est réellement. Un désert alimentaire planté en plein cœur d'un paradis fiscal et technologique. San Francisco, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Pourtant, un contraste frappant saute aux yeux. Dans les quartiers riches, les supermarchés bio pullulent, tandis que dans les zones défavorisées, on ne trouve guère plus que des boutiques d'alcool et de petites épiceries de fortune. Là-bas, le coût de location d'un simple local est tellement exorbitant qu'un magasin dans Bayview devrait vendre près de 15 000 pains par jour pour simplement s'en sortir.
Et si une voiture se fait voler, ce qui arrive presque chaque semaine, c'est tout le bénéfice du mois qui s'envole. Bienvenue dans ce que l'on appelle une économie en bulle, des chiffres économiques brillants, mais à quelques rues de là, aucune vraie épicerie à l'horizon. Dans Bayview, certains seniors expliquent qu'ils doivent prendre 2 bus pour acheter du lait. 1h30 de trajet, dans une ville autrefois présentée comme la vitrine de l'avenir de l'humanité. Certains ironisent. À San Francisco, on peut baptiser un satellite, mais on ne trouve pas un œuf bon marché. Ça prête à sourire, mais au fond, c'est glaçant. Car ce trait d'humour révèle une réalité brute. Le progrès ne profite pas à tous. Ceux qui ont façonné cette ville se retrouvent aujourd'hui abandonnés, regardant leur dernier supermarché éteindre ses lumières. Ce qui se déroule ici n'est pas qu'une anecdote locale. C'est un reflet de l'Amérique qui se fissure lentement. D'un côté, des consommateurs qui commandent tout via des applications. De l'autre, des familles qui hésitent entre mettre de l'essence ou acheter à manger. Comment la ville la plus riche du pays peut-elle manquer autant d'options alimentaires? Et est-ce qu'au fond, San Francisco ne fait qu'annoncer ce qui attend d'autres villes prochainement? Accrochez-vous, car la prochaine étape de notre voyage ne brille pas de pont doré ni d'avenue technologique futuriste. Numéro 8, Détroit. Direction Détroit, Michigan, là où le passé industriel et un présent déserté résonnent dans les portes qui se ferment une à une. Détroit. Jadis, ce nom évoquait le bruit du métal, le vrombissement des machines et l'odeur d'huile dans l'air. Aujourd'hui, ce sont les rafales de vent qui traversent les parkings vides des supermarchés fermés. L'effondrement de l'industrie automobile a entraîné une chute des emplois, puis des clients, puis des commerces. La chute s'est faite comme une série de dominos, froidement, lentement. Plusieurs quartiers de Détroit sont désormais considérés comme de véritables déserts alimentaires. Il est parfois plus simple d'y tomber sur une usine abandonnée que sur un supermarché encore en activité. Dans certains secteurs, il faut parcourir plus de 8 km pour acheter du lait ou des œufs. Cette ville aimait se présenter comme la cité des travailleurs qui ont construit l'Amérique. Aujourd'hui, ces mêmes mains comptent leurs pièces pour remplir un panier de provisions. Lorsque les grandes chaînes s'en vont, faute de rentabilité et à cause de risques de sécurité trop élevés, il ne reste que des magasins hors de prix et des lampadaires jaunâtres fatigués. Beaucoup plaisantent, à Détroit, pour manger, il faut conduire. Et pour conduire, il faut payer l'essence. Et l'essence coûte plus cher que la nourriture. C'est drôle quelques secondes, puis la réalité rattrape. Ce cercle vicieux ne fait sourire personne. Sans argent, on ne peut rien acheter. Sans clients, les magasins ferment. Détroit ne manque pas d'espoir pour se reconstruire, mais une question demeure. Pourquoi relancer des usines quand il n'y a même plus de supermarchés pour nourrir les habitants? Ce qui fait le plus mal ici, ce n'est peut-être pas la perte d'un emploi ou d'un toit. C'est la disparition du simple geste du quotidien. Marcher jusqu'au coin de la rue, acheter un peu de nourriture, saluer un vendeur familier. À Détroit, ce privilège est devenu rare. Mais notre voyage continue. Numéro 7, Chicago. Si Détroit a vu ses machines s'arrêter, Chicago, elle, tente de redémarrer grâce à une idée audacieuse. Un supermarché géré par le gouvernement. Cela paraît fou, presque irréel, mais c'est peut-être l'initiative la plus audacieuse des États-Unis en 2025. Chicago, ville de vent, de jazz, et désormais, ville où la municipalité envisage de devenir propriétaire d'épicerie. Cela semble invraisemblable, pourtant c'est bel et bien la réalité. Lorsque des géants comme Walmart et Whole Foods ont fermé leurs magasins dans les quartiers à bas revenus, la ville a frappé du poing sur la table. Si le privé n'y arrive pas, nous ouvrirons nos propres magasins. Ces dernières années, plus de 6 supermarchés ont fermé dans les secteurs sud et ouest de la ville. Les habitants n'ont pas seulement perdu un endroit où faire leurs courses, ils ont perdu le sentiment que leur quartier comptait encore. Ils voient les tours du centre-ville continuer à briller. Et en comparaison, leur rue marquée par les enseignes cassées et les portes en bois pourri. Une habitante confiait, ici, pour acheter des légumes, vous devez passer par 3 zones où l'alerte sécurité est constante. Aller au supermarché, c'est presque une mission de survie. Face à cette situation, la ville veut agir. Un supermarché public, une idée digne des pages d'un manuel sur l'économie soviétique, pourtant sur le point de voir le jour en plein cœur des États-Unis, en 2025. Mais une question plane au-dessus de Chicago. Un gouvernement déjà noyé dans les dettes peut-il vraiment gérer un supermarché mieux que des géants du secteur multimilliardaire? Et puis, si l'argent des contribuables sert à financer ce pari, qui portera la responsabilité si cette aventure finit, elle aussi, dans le rouge? Certains habitants ne se privent pas de sarcasme. Dans un bar, un commentateur a lâché. Si la ville gère les supermarchés comme elle gère son métro, mieux vaut venir avec son propre panier repas. Un éclat de rire a suivi, mais un rire nerveux, parce qu'ici, les gens ne réclament pas seulement des légumes. Ils veulent sentir qu'on les écoute. Peut-être que cette initiative est justement un moyen pour la ville de dire « On est encore là. On vous oublie pas.
Le problème, c'est que la confiance, elle, ne se scannait pas en caisse. Chicago se trouve aujourd'hui face à un choix délicat. D'un côté, un modèle économique privé qui s'effrite. De l'autre, une intervention publique risquée. Quoi qu'il arrive, ceux qui subiront les conséquences en premier, ce sont les habitants, des gens qui ne demandent rien d'extraordinaire, juste de pouvoir préparer un dîner normal dans une ville devenue atypique. Alors, cap au sud. On quitte les brumes de Chicago pour l'air chaud d'une ville en plein boom, mais rongée par un manque flagrant d'infrastructures essentielles. Numéro 6 Atlanta, en Géorgie. Une métropole qui attire du monde à toute vitesse, mais où les supermarchés, eux, ne suivent pas la cadence. Bienvenue dans la capitale du rap trap, du business tech, et des banlieues qui poussent plus vite que les herbes après la pluie. Chaque mois, des milliers de familles s'installent, espérant un nouveau départ. Mais la réalité rattrape vite ces nouveaux arrivants. Trouver un magasin digne de ce nom peut devenir un véritable marathon. La région métropolitaine d'Atlanta grandit à une vitesse folle, quasiment 1,7% de population en plus chaque année, soit 2 fois la moyenne nationale. Pourtant, pendant que les habitants affluent, le nombre de supermarchés, lui, baisse. Dans plus de 40 zones résidentielles au sud et à l'est de la ville, aucun grand magasin d'alimentation à moins de 8 km. Ça a l'air bénin. Jusqu'au moment où vous achetez la maison de vos rêves, pelouse impeccable, garage de voitures, panneau Home Sweet Home. Puis un dimanche matin, vous vous rendez compte qu'il faut faire 25 minutes de route pour une simple bouteille de lait. Atlanta, version 2025, une ville qui s'étend, mais qui a oublié que les gens ont besoin de manger près de chez eux. Et les grandes chaînes, elles ont déjà tranché. Pas question d'ouvrir de nouveaux magasins. Entre loyers délirants, salaires en hausse et consommateurs qui préfèrent cliquer sur « Commander » plutôt que pousser un caddie, elles jettent l'éponge. Ironie du sort, ceux qui commandent en ligne contribuent, malgré eux, à tuer les commerces physiques. Un cercle vicieux, une sorte d'autosabordage silencieux. Dans ces nouvelles banlieues chics, on rigole jaune. On vit dans un désert alimentaire sécurisé avec portail électrique. Les enfants grandissent dans des lotissements avec piscine, sans jamais connaître la sortie au supermarché avec les parents. Les anciens soupirent, Amazon ne remplacera jamais le sourire de la caissière du coin. Et derrière ces belles maisons, une frontière invisible se dessine. Ceux qui ont voiture et moyens continuent à faire leurs courses. Les autres doivent compter sur des livraisons hors de prix, parfois aussi chères qu'un repas complet. Alors, à quoi sert de construire si vite? Si chaque voiture doit partir en quête de nourriture, Atlanta nous donne une leçon. Une croissance déséquilibrée coûte cher, parfois plus cher que l'essence en été. Numéro 5 Saint-Louis. Et si une ville dynamique comme Atlanta peine déjà, imaginez Saint-Louis, dans le Missouri. Ici, pas d'explosion démographique. Pas d'économie bouillonnante. Juste une ville qui s'éteint lentement, comme une lumière qui faiblit à la tombée du soir. Les boutiques ferment, les usines se vident, les jeunes s'en vont. Et Saint-Louis reste là, immobile, comme figée dans le temps mais plus silencieuse, plus vide, plus mélancolique. En 5 ans, les revenus moyens ont chuté d'environ 10%, d'après les autorités locales. La population diminue. Et moins de revenus, c'est aussi moins d'arguments pour garder des supermarchés ouverts. Dans certains quartiers du centre-ville, il ne reste que des petites épiceries hors de prix, mal approvisionnées, avec des produits médiocres. Des habitants racontent que faire les courses ressemble désormais à une chasse. Surveiller les promotions, scruter les horaires, croiser les doigts pour que les rayons ne soient pas déjà vides. Une femme âgée résume tout avec nostalgie. Avant, je pouvais marcher au coin de ma rue, acheter un peu de viande et du pain. Aujourd'hui, certains habitants doivent demander à leur fils de les conduire un quart d'heure juste pour se faire dire au magasin « Désolé, il n'y en a plus ». Ça peut paraître anecdotique, mais derrière ce détail se cache une fissure profonde dans la vie des classes moyennes américaines. Quand faire les courses, cette activité si banale autrefois, devient une mission qu'on doit planifier, organiser, anticiper, espérer même, quelque chose ne tourne plus rond. Pour les familles qui tiennent encore dans ces quartiers, aller au supermarché, c'était aussi un moment de répit, une petite pause dans le quotidien. Aujourd'hui, avec la fermeture du magasin le plus proche, elles ne perdent pas seulement un lieu où acheter à manger. Elles perdent un repère, un rythme, un petit morceau de normalité. Et pour les plus âgés, faire les courses s'apparente désormais à un pèlerinage moderne. Beaucoup de kilomètres, peu de satisfaction. Alors on se demande, les autorités et les grandes chaînes voient-elles ces signaux? Ou comptent-elles leurs profits pendant que les habitants comptent les miles pour remplir leur frigo? Si Saint-Louis est la balade mélancolique du Midwest, l'étape suivante, elle, résonne comme une chanson électrisante, bruyante, nocturne. Numéro 4 direction Las Vegas, Nevada. La ville où tout repose sur la chance, même votre repas du soir. Las Vegas, capitale du jeu, où l'on pense qu'un coup de chance peut changer une vie. Sauf qu'en 2025, beaucoup ne misent plus sur les jackpots,
mais sur une question bien plus simple. Est-ce que je pourrais acheter à manger ce soir? Ironiquement, dans cette ville où les néons brillent jour et nuit, les lumières des supermarchés en périphérie s'éteignent les unes après les autres. D'après les données du comté de Clark, au moins 7 grandes enseignes ont baissé rideau en 1 an et demi, surtout au nord, là où vivent beaucoup d'employés du tourisme et du divertissement. Le paradoxe? L'argent ne manque pas à Vegas. Il circule, mais dans les casinos, les parcours de golf ou les spectacles prestigieux. Autour de l'aéroport ou le long de Charleston Road, les enseignes comme Albertson ou Smith's ont disparu, ne laissant que des vitrines poussiéreuses et des panneaux défraîchis. On vit dans une ville où les buffets sont ouverts 24h24, mais où il n'y a plus un magasin pour acheter du pain après 21h, plaisantent les habitants, mi-amusés, mi-amers. Car oui, Vegas grandit vite. La population explose. Mais la plupart des emplois sont précaires, décalés, mal payés. Quand les loyers bondissent, que la masse salariale augmente mais que les revenus ne suivent pas, les supermarchés préfèrent plier bagages. Résultat, pour beaucoup, faire des courses devient un pari. Livraison dans les temps, ou dîner qui disparaît. Dans certains quartiers de Henderson ou du nord de Vegas, on parle désormais de déserts alimentaires. Les retraités, qui représentent plus de 20% de la population, doivent parfois rouler 25 minutes sous 43 degrés Celsius pour quelques légumes. Et chaque trajet ressemble à une roulette russe entre chaleur extrême et jauge d'essence qui baisse. Un journaliste local a résumé la situation. À Vegas, 2 choses deviennent rares, une machine à sous libre et un supermarché encore ouvert. Derrière le rire, le silence. Parce que tout le monde sait que cette ville n'est pas pauvre, elle est juste riche de la mauvaise manière. Plus on s'éloigne du strip lumineux, plus les rues deviennent sombres, silencieuses et affamées. Numéro 3 Baltimore. Quittons maintenant le Nevada pour Baltimore, Maryland. Ici, les briques rouges racontent une histoire plus discrète, plus ancienne. Celle d'une ville où le cœur communautaire, le marché, s'éteint doucement. Baltimore, autrefois fier port de la côte, voit ses grandes enseignes quitter le centre-ville. Giant, Safeway, tous sont désertés sur tout l'ouest, bastion historique de la classe ouvrière. D'après des données municipales, plus d'un quart des habitants vit dans un désert alimentaire. Plus d'1,6 km à parcourir pour trouver des produits frais. Imaginez, une personne âgée, seule, sans voiture, pour acheter du lait et des légumes. Le magasin le plus proche à plus de 2 km, des bus rares, des rues pas toujours sûres. Beaucoup renoncent et se rabattent sur des boîtes de conserve. Peu à peu, Baltimore s'est transformé. Fast-food bon marché partout, vraie nourriture devenue un luxe. Non pas faute de ressources, mais faute d'investissement. Les familles partent en banlieue, laissant au centre-ville des maisons vieillissantes, des rues abîmées et des chaînes logistiques qui préfèrent ne pas y entrer. Les produits frais deviennent plus coûteux, les marges diminuent, les grandes enseignes tirent leur révérence. Baltimore expose l'une des grandes fractures américaines. Dans les beaux quartiers de la périphérie, des supermarchés modernes et rayonnants. Au cœur de la ville, des petites boutiques où une banane coûte presque aussi cher qu'un café Starbucks. La ville perd son trésor le plus précieux, le lien humain. Les lieux où l'on échangeait un sourire, une recette, un morceau de quotidien, disparaissent. Alors que devient une ville quand son cœur cesse de battre? Retrouvera-t-elle son souffle? Ou deviendra-t-elle le vestige d'un temps où tout était à portée de main? Numéro 2 Cleveland. Autre route avance vers le Midwest industriel, Cleveland, Ohio. Même problème. Mais ici, il avance plus vite, plus fort, plus brutalement. Dans les années 90, Cleveland comptait plus de 50 grands supermarchés. Aujourd'hui, presque la moitié ont disparu, et ceux qui restent se concentrent dans les quartiers aisés comme Parma ou Lakewood. Le centre-ville, autrefois illuminé par les aciéries, il brille désormais par les panneaux « Alloués ». Après 20 ans de déclin démographique, la clientèle baisse, mais les coûts flambent. Sécurité, carburant, salaire. Un magasin du quartier Glenville a même confié que ses dépenses annuelles de sécurité dépassaient ce qu'il gagnait en vendant des légumes. Les géants ont donc plié bagages, laissant place à des petites boutiques indépendantes, courageuses mais débordées. Les habitants n'ont plus que 2 choix. Faire des kilomètres en voiture vers la banlieue pour du frais. Ou acheter des conserves au magasin du coin. 2 options coûteuses. L'une en essence, l'autre en santé. On dit souvent que l'industrie lourde a quitté Cleveland. Mais en réalité, bien d'autres choses sont parties. Les gens, l'espoir, et même l'odeur du pain chaud du matin. Pire encore, certains anciens supermarchés sont aujourd'hui des centres de recyclage. Là où l'on vendait du lait, on empile des palettes de produits invendus. Là où les marchés vivaient, seules résonnent désormais les machines qui compactent du plastique. Elles tournent encore, mais n'apportent plus ce dont les humains ont le plus besoin, le sentiment de vivre.
Quand une ville autrefois moteur de l'Amérique ne peut plus soutenir un supermarché, combien de temps avant que d'autres n'entendent ce même silence industriel? Numéro 1, Houston. Houston, Texas, la capitale de l'énergie, mais où l'accès à l'essentiel s'éteint. Pour terminer ce classement, direction Houston, Texas. Une métropole tentaculaire, symbole de puissance énergétique, de gratte-ciels étincelants et de quartiers résidentiels qui s'étendent à perte de vue. Une ville où l'on parle pétrole, technologie et avenir, mais où trouver une épicerie ouverte devient, pour beaucoup, un défi quotidien. Houston grandit vite, trop vite peut-être. Des lotissements surgissent, des autoroutes se prolongent, la population explose. Mais les supermarchés, eux, ne suivent pas. Dans certains quartiers du nord et du sud-ouest, on roule plus de 20 minutes pour trouver des légumes frais. Et pour les familles sans voiture, c'est simple, il faut s'en passer. Le paradoxe est presque cruel. Dans une ville qui alimente le pays en énergie, des habitants peinent à alimenter leur foyer en produits de base. Les chaînes de supermarchés hésitent à s'implanter, pointant du doigt les marges trop faibles, la flambée des loyers commerciaux, la concurrence du commerce en ligne et parfois la sécurité. Alors les habitants s'organisent. Certains créent des marchés fermi-mobiles, d'autres transforment des parkings vides en jardins communautaires. Mais derrière cette débrouille admirable se cache une réalité plus sombre. Une grande ville américaine où la modernité avance plus vite que les besoins fondamentaux. Houston rappelle une vérité troublante. Le progrès ne sert à rien s'il ne nourrit personne. 10 villes, 10 récits, mais en vérité, 10 morceaux d'un même miroir. Un pays jadis symbole d'abondance apprend aujourd'hui à vivre avec le vide. Rayons clairsemés, rideaux de fer fermés, confiance qui s'effrite. La question n'est pas seulement « Pourquoi les supermarchés disparaissent-ils ?» mais plutôt « Que devient un pays quand même préparer le dîner devient un luxe ?» Alors dites-moi, est-ce juste le cycle normal de l'économie? Ou bien assistons-nous à une crise silencieuse qu'on préfère ignorer? Partagez vos impressions dans les commentaires. Vous vivez cette réalité bien plus que n'importe quel reportage télé. Si cette réflexion vous a parlé, pensez à j'aimer, vous abonner et activer les notifications pour suivre d'autres analyses sur la réalité sociale américaine, celles qu'on montre rarement. Toutes les données évoquées proviennent de sources publiques et de rapports locaux, compilés dans un but d'analyse sociale et économique. Continuons de réfléchir ensemble. Parce que l'avenir commence toujours par une discussion.